Bonjour et bienvenue dans Femmes de Sport. Une toute nouvelle émission consacrée au sport féminin. Et on va vous faire découvrir plein de sports. Pour cette première nouvelle émission, il sera question de foot, de ski, de roller derby, d'apnée, de sport de loisirs et de sport de haut niveau avec nos deux invités. Avec Marie Baucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes championne de ski paralympique et également la marraine de la 6e édition de l'opération Sentez-vous Sport. Et avec notre deuxième invitée, Laura Georges, arrière centrale du PSG et de l'équipe de France de football. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la plus capée de l'équipe de France de foot féminin. Revenons un peu sur cette Coupe du Monde qui s'est déroulée au Canada cet été. Comment on s'en sort, comment on se remet finalement d'une défaite en quart de finale aussi cruelle face à l'Allemagne? C'est vrai que cette Coupe du Monde, elle nous laisse amers. En finissant au quart de finale de cette Coupe du Monde, on espérait forcément plus. Et les gens nous attendaient bien plus haut que ce stade des quarts de finale. C'est compliqué, ça a été très difficile parce qu'on perd au pénalty. On avait mené à la marque contre l'Allemagne, elles reviennent et ensuite on perd sur ce dernier pénalty. Mais voilà, là on est de retour avec nos clubs. On a de grandes ambitions et puis on a les Jeux Olympiques cette année. Donc c'est ce sur quoi on va se concentrer. En tout cas, la Coupe du Monde a été suivie en France. Vous, Marie, vous avez suivi les matchs de l'équipe de France de foot? Un petit peu sur les réseaux sociaux et puis j'ai vu un petit bout de match aussi. Et c'est vrai que ça a été bien relayé et donc on avait quand même pas mal d'informations pour pouvoir les suivre tout au long de la Coupe du Monde et c'est vrai que c'était assez passionnant. Et ça vous fait plaisir en tant que sportif de voir du sport féminin à la télé parce que pendant très longtemps c'était extrêmement rare. Ouais, complètement et je crois qu'aujourd'hui cette émission en est la preuve. On consacre même des émissions au sport féminin et c'est vraiment c'est une belle chose. Les sportifs, on est contente d'être enfin reconnus au même niveau, voire même à un plus haut niveau que les garçons, parce qu'au final, je ne crois pas qu'il y ait d'émissions spéciales sport masculin. C'est vrai. En tout cas, on est là pour vous découvrir. Oui, c'est vrai. Du coup, Laura, vous qui avez plus de 160 sélections en équipe de France, vous êtes encore sélectionnée pour les qualifications de l'Euro qui ont lieu aux Pays-Bas en 2017. Quand on a plus de 160 sélections d'équipe de France, est-ce qu'on crée encore, quand on voit la sélection paraître, est-ce qu'on se dit, est-ce que je vais y être, ou est-ce qu'on se dit, de toute façon, ma place est faite, j'ai plus besoin de prouver des choses? Je pense qu'on ne se pose pas spécialement de questions. Je pense qu'on se consacre avant tout à bien travailler en club. Et on se dit que si on travaille bien, les choses viendront. Voilà. En tout cas, il n'y a pas non plus cet état d'esprit où je me dis que les choses sont faites, la chose est faite et que forcément je serai appelée. Non, non, non. Je me dis qu'il faut que je continue à bien travailler et puis voilà, la sélection est là. Je suis appelée, c'est cool, c'est bien parce que ça me permettra de continuer à bien travailler avec la sélection. Mais l'essentiel, c'est de continuer à prendre plaisir et bien bosser en club. Du coup, maintenant, vous avez signé un contrat pro, puisque certains clubs peuvent signer des contrats pro dans le foot féminin. Racontez-nous un peu votre début, Clairefontaine, vos frères. Racontez-nous un peu le début de l'épopée Laura Georges. Alors moi, j'ai la chance d'avoir grandi dans le parc du château de Versailles. Et c'est vrai que tous mes voisins jouaient au football. Et en allant au collège, je jouais dans la cour d'école également. Et une fille de la classe de mon frère m'a conseillé d'aller jouer au Paris Saint-Germain. Donc comme j'habitais à 15 minutes, je me suis décidée un an plus tard à aller faire les détections. Et ça a fonctionné. Et puis je me suis lancée dans le football. À quel moment vous êtes dit, ça y est, je vais devenir pro? C'était un objectif, c'était un rêve de jeune fille ou ça a été une opportunité? Pour moi, le football, c'est une passion. Je ne me suis jamais dit, quand j'étais plus jeune, que je jouerais au football et que ça serait mon métier. C'est venu de fil en aiguille, j'ai eu cette opportunité. En fait, je m'étais dit que le football me permettrait de faire des études de haut niveau. Voilà, grâce au football, j'ai pu obtenir une bourse aux États-Unis. J'ai pu avoir des aménagements pour pouvoir étudier et continuer ma passion. Donc voilà, je me suis dit que le football me permettrait de grandir et de rencontrer énormément de gens. Voilà, et puis je suis professionnelle aujourd'hui, c'est une chance. Et quand on est jeune footballeuse en France, est-ce qu'on doit se battre contre des préjugés? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Ça s'est bien passé quand on voyait à l'école une fille qui joue au foot? Moi, j'avais la chance d'être entourée de personnes qui étaient vraiment enthousiastes. Moi, mes parents m'ont toujours encouragée, mes collègues de classe, les amis m'ont toujours poussée à faire du sport et à faire du football. Donc, j'ai pas eu de soucis, mais je sais que mes coéquipières, elles, ont eu quelques problèmes, puisqu'elles étaient catégorisées comme garçons manqués, les gens se moquaient d'elles. Donc, mais ça commence à évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes filles n'ont pas les mêmes problèmes que celles d'auparavant. Les gens connaissent le football pratiqué par les femmes, tout simplement.
Et vous, Marie, du coup, dans le ski, vous pensez qu'il y a moins de préjugés ou finalement, là aussi, on se bat contre d'autres préjugés? Alors non, je crois qu'il y a un petit peu moins de préjugés. Je pense que le ski est moins classé comme un sport masculin, comme on peut penser du foot. Et après, il y a aussi l'aspect handisport où, par exemple, en handisport, les compétitions hommes-femmes, on est tous sur le même circuit. Donc on va faire exactement les mêmes courses que les garçons. Et donc il n'y a vraiment pas de différence de fait entre hommes et femmes en handisport en tout cas. Et même sur le ski valide, c'est à peu près équivalent. Justement, vous êtes allé aux États-Unis. Aux États-Unis, le foot, c'est toute une autre approche. Il n'y a pas du tout de préjugés. C'est même le sport roi pour les filles. Il faut savoir que c'est une autre culture, hein, tout simplement. Mais les gens oublient souvent qu'aux États-Unis, il y a quand même une loi qui a imposé à ce qu'on pousse le sport féminin. Ça s'appelle la loi Title IX, pour ceux qui souhaitent se renseigner. Mais voilà, ça a été une obligation d'investir dans le sport dans les universités. C'est venu comme ça. C'est pas venu en se disant les femmes ont besoin, sont l'égale des hommes. Non, il y a quand même eu cette loi qui a imposé à promouvoir le sport féminin. Aujourd'hui, ça marche. Le sport féminin numéro 1, c'est le football là-bas et c'est une super chose pour les filles. Et justement, maintenant, on va passer à complètement autre chose avec le portrait d'une sportive française. Et qu'est-ce que tu nous as dégoté? Justement, dans un autre univers, un monde de silence, découvrons une sportive surprenante, un sujet réalisé par nos confrères, l'équipe de Mirabel TV. Pour qualifier cette femme poisson, un mot composé vient tout de suite à l'esprit. Hors norme. Georgette Raymond, à bientôt 60 ans, a choisi l'apnée en 2007. Depuis, elle casse toutes les barrières. Vice-championne du monde en Espagne, multiple championne de France, elle détient toujours le record de la plus longue distance sous l'eau sans respirer, en catégorie monopalme, avec plus de 200 mètres. C'est d'ailleurs la première femme à l'avoir réalisé. Ce record, je me suis fait plaisir à le faire parce que j'ai pas fait d'efforts. Les efforts sont partout ailleurs sauf sous l'eau. Sous l'eau, c'est que du bonheur. Au début de cette folle aventure, Georgette est allée explorer les fonds des piscines en tant que photographe. Puis rapidement intriguée par quelques pratiquants armés de palmes, elle a trouvé une nouvelle voie, celle du sport, celle du succès et des multiples titres. Tout s'est enchaîné rapidement. Elle est devenue un des symboles de sa discipline. Ce qui est le meilleur souvenir que j'ai, c'est ma deuxième compétition à Tenerife. Donc j'avais déjà aussi battu un record de France, mais j'étais qu'à 186. Je me souviens du coach russe qui disait que, regardez, il disait à ces jeunes athlètes qui avaient quoi, 22 ans, prenez exemple, regardez l'âge qu'elle a, elle fait du vélo, elle fait plein de sports, elle fait plein d'autres choses. Et comme elle est là, elle sourit tout le temps, elle discute et voilà. C'est tout ça qui me plaît dans l'apnée, c'est le rapport avec tout le monde. Georgette s'entraîne 2 fois chaque semaine dans le bassin sarrebourgeois. Pour rester au sommet, elle est exposée régulièrement à des bilans de santé. Et là aussi, les résultats prêtent à l'optimisme pour la suite de sa carrière. À chaque championnat du monde, on a un bilan complet à faire. Et le dernier que j'ai fait, je me souviens, c'était à Brèchevillers. C'était comique parce que le docteur me donnait 10 ans de moins. Je dis non, regardez bien, c'est 10 ans de plus. Et puis il me regardait de haut en bas en disant, vous êtes bien. Et puis en plus, mon bilan, il était plus que satisfaisant parce qu'il était déjà hors norme, quoi. Donc de toute façon, j'ai des prédispositions à ce sport-là. Des prédispositions qui pourraient l'amener dans les prochaines années à décrocher le titre absolu, celui de championne du monde. Eh bien, non, c'est pas pour cette année, championne du monde, puisqu'elle a terminé 6e au championnat du monde au mois d'août. Quand vous regardez ce reportage, qu'est-ce que ça vous inspire, Laura, par exemple? Vous voyez à 50 ans passés faire du sport de haut niveau comme elle? Je trouve qu'elle a énormément de mérite. Je ne connaissais pas cette discipline, mais voilà, c'est super de voir qu'à cet âge-là, on puisse continuer à faire une discipline dont on n'entend pas forcément parler. Elle a beaucoup de mérite. Ouais. Et vous, Marie, quel regard vous portez sur Raymond Georgette, la tête à la compétition à plus de 50 ans? Je trouve ça fou parce qu'on découvre encore des disciplines aujourd'hui. J'en avais jamais vraiment entendu parler. Et oui, je trouve ça génial d'être animée encore par cette passion à son âge. Et voilà, j'espère peut-être moi aussi découvrir une autre discipline ou alors continuer dans le ski. À 50 ans, j'aurais peut-être arrêté avant quand même. Justement, vous, à 21 ans, vous avez déjà 16 médailles d'or. Oui, 16.
paralympique, mondial, maintenant à 21 ans. Comment on envisage la suite? Comment on reste motivé? Alors c'est vrai que tout est allé très très vite, hein, parce que du coup j'ai décroché 12 titres mondiaux en 5 ans, je crois, quelque chose comme ça, et les médailles paralympiques au milieu. Donc c'est vrai que voilà, tout est arrivé en même temps et en fait on s'en rend pas forcément compte. Et puis moi je sens que je suis pas encore au bout de mes capacités dans mon sport et j'aime toujours ça, je prends toujours énormément de plaisir sur mes skis. Et donc c'est juste ça qui m'anime, c'est pas forcément les résultats aujourd'hui et c'est surtout que j'ai plus rien à prouver à personne et ni à moi-même. Vous êtes libérée. Oui, c'est ça. C'est que du bonheur. C'est ça. Vous êtes la fille à battre sur le circuit aujourd'hui. Oui, ça fait bizarre de le dire. Un petit peu, je crois. Mais qu'est-ce que ces médailles ont changé pour vous? Tout d'un coup, c'est arrivé d'un coup assez vite. Vous étiez jeune. Est-ce que ça a transformé votre façon de vivre, de voir les choses médiatisées? Est-ce que ça rapporte de l'argent? Est-ce qu'on peut vivre du ski aujourd'hui d'ailleurs? Est-ce qu'on peut vivre du ski? Alors le ski, c'est quand même un sport qui est différent, par exemple, du foot, où le foot, voilà, c'est un sport qui est déjà professionnel depuis longtemps. Le ski, même chez les valides, c'est pas forcément facile. Et donc en handisport, encore moins. Après, aujourd'hui, on a une reconnaissance médiatique par rapport aux Jeux qui est arrivée à partir de Londres et puis Sochi, on n'en parle même pas, qui fait que voilà, on a aussi plus de facilité aujourd'hui d'en vivre. On arrive à avoir des contrats, des CIP, des choses comme ça qui font qu'on arrive à avoir des emplois aménagés. Mais c'est pas un sport où on va gagner des millions, mais on arrive quand même à avoir... En tout cas, ça permet de mieux vivre sa passion. Voilà, ça permet de la vivre en tout cas. Finalement, financièrement, on ne peut pas vraiment envisager l'avenir. C'est pour ça que vous étudiez. Vous faites un cursus Sciences Po Paris. Mais dans quel objectif finalement? C'est la question. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Il y a les études, il y a le ski, tout prend du temps et donc c'est compliqué. C'est vrai que Sciences Po, en plus, c'est une formation de haut niveau aussi. Donc c'est pas évident, mais ils ont quand même une formation aménagée pour les sportifs de haut niveau. Et donc ça, c'est une chance parce que de pouvoir avoir accès en tant que sportif de haut niveau à une formation, à une grande école comme Sciences Po, c'est vraiment une chance. Et voilà, les profs sont très à l'écoute et voilà, on fait un peu comme on peut, quoi. Mais comment vous aménagez votre saison? Parce que l'été, il n'y a pas de neige. C'est quoi? C'est la période des études? Comment ça fonctionne? Alors, dans l'idéal, on a un sport saisonnier. Donc voilà, on a les compétitions à partir de décembre jusqu'à début avril. Et puis après, on a toute une période de préparation physique et de préparation sur les skis de mai à novembre. Donc voilà, c'est un petit peu le printemps, un petit peu l'été où on peut étudier, mais c'est vrai que voilà, c'est pas forcément évident. En plus de ça, il y a le ski, mais il y a aussi toutes les sollicitations qu'une carrière comme la mienne peut entraîner. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses à gérer, et donc c'est pas forcément évident, mais voilà, on jongle un petit peu et on arrive à faire des petites choses, mais c'est pas évident. Vous le disiez, vous Laura, vous étiez à l'université Boston College aux États-Unis. Finalement, c'est plus facile aux États-Unis de concilier le sport de haut niveau et les études? Ouais, c'était beaucoup plus simple quand j'étais à l'université, puisqu'en fait, on avait nos entraînements, disons, à midi, mais après, on avait une autonomie de sélection de nos cours, en fait. C'est-à-dire que voilà, je voulais un cours à 9h du matin, je le sélectionnais à 9h. Je prenais un cours vers 2h de l'après-midi, je le mettais à 2h. Pour ne pas terminer trop tard ma journée, je me disais, je prends un cours qui se termine vers 4h, 5h. Voilà, je pouvais moduler mes cours autour de ma pratique. Donc ça, c'était cool, ouais. Donc c'est le pays rêvé pour mener des études de haut niveau et du sport de haut niveau, peut-être. Je pense que c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'en Allemagne aussi, ils sont assez ouverts pour la pratique du sport de haut niveau, tout en ayant une éducation de haut niveau. Maintenant, c'est vrai qu'il faut encourager nos sportifs à faire des études et à leur permettre d'avoir cette flexibilité dans leur Et en France, ça commence. En France, ça commence. Marie en est la preuve vivante avec une section athlète de haut niveau à Sciences Po. Vous parliez de sollicitations et vous avez accepté d'être la marraine de la 6e édition de l'opération Sentez-vous Sport. Pourquoi avoir accepté? Et ça vous prend beaucoup de temps. Et qu'est-ce que c'est que cette opération? Alors cette opération, c'est un ensemble d'événements organisés en France sur une semaine, donc qui va être sur le mois de septembre là, donc avec des grandes journées pour une journée pour les sports scolaires, les sports universitaires, le sport en entreprise et une journée grand public. Et donc en fait voilà, c'est un ensemble d'événements qui sont labellisés Sentez-vous Sport.
Et donc en fait, c'est l'occasion de sensibiliser les Français à la pratique sportive, aux bienfaits que cela peut avoir sur la santé, sur enfin, voilà, le sport comme médicament, on en a beaucoup parlé. Enfin, voilà, c'est une semaine d'échange autour du sport en France, et donc c'est vraiment une grande chance. Et donc je suis marraine avec Mickaël Landreau, un footballeur. Donc, finalement, je rencontre de plus en plus de footballeurs. Mais voilà, donc c'est déjà une belle expérience parce que voilà, on est complémentaires. C'est un sport d'été, je suis un sport d'hiver, je suis une fille, c'est un garçon. Sport valide, sport en e-sport. Donc c'est vrai que c'est très intéressant même pour moi, ça m'apporte beaucoup. Et donc voilà, là on rentre dans la semaine arrive là, et donc c'est vrai que ça va être intéressant et on va pouvoir beaucoup échanger, je pense. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cette opération Sentez-vous Sport, un site internet www.sentezvousport.fr avec toutes les dates. Il y a plein d'événements partout en France, notamment autour des 19 et 20 septembre. Et vous allez découvrir plein de sports, par exemple le roller derby. Je ne sais pas si vous connaissez, eh bien, il y a plus de 3000 femmes qui le pratiquent en France. Et je vous propose de découvrir l'équipe des Porcelain Dolls, un sujet de nos amis de Télim TV. Donc le roller derby, c'est un sport américain qui est né dans les années 30. C'est un sport de course avec du contact. Donc il y a 2 équipes sur le terrain avec chacune 4 défenseuses, une attaquante. Les attaquantes doivent dépasser les défenseuses adverses pour marquer des points, et donc les défenseuses doivent empêcher l'attaquante adverse de passer par des blocages, des coups d'épaule, des coups de fesses. C'est un sport qui est très réglementé, il y a à peu près 70 pages de règlement. Donc tous les coups ne sont pas permis. On a des zones avec lesquelles on a le droit de, entre guillemets, taper, de bloquer, et des zones sur lesquelles on a le droit de taper. Allez, 4, 3, 4. Ce qui me plaît dans ce sport, en fait, au départ, j'avais vu des reportages à la télé et je me suis dit, oh là là, c'est génial, c'est fun, c'est rigolo, c'est physique, c'est un sport d'équipe, j'adore les sports d'équipe, j'en ai fait déjà plusieurs. Et donc, j'ai voulu voir s'il existait quelque chose sur Limoges. Et là, c'était donc en juin l'année dernière. Je suis tombée sur une personne qui m'a indiqué donc, les entraînements. L'équipe était au tout début de la création. J'ai commencé à faire quelques entraînements. J'avais des rollers en ligne au départ, donc ça n'a pas posé de soucis pour les entraînements. Et puis ensuite, voilà, on rencontre des filles, on rencontre une équipe, on s'investit dans l'association, on fait du sport, on fait des soirées, voilà. Donc en fait c'est le sport lié à la convivialité, tout bêtement. Et puis aussi quand même l'esprit un petit peu compète, puisque on a quand même l'envie de se confronter à d'autres équipes. Et c'est vrai que le challenge, c'est sympa aussi. Cheville, genou et on saute. C'est vrai que les soirs d'hiver, faut se motiver, surtout en sachant qu'on va s'entraîner en extérieur. Mais après, voilà, c'est ça aussi une équipe, un collectif, c'est de se serrer les coudes même quand ça va pas. Et je pense que là, à l'heure actuelle, chez les Porcelain Dolls, c'est ça qui fait notre force. Ça fait 1 an qu'on existe, qu'on est là, qu'on commence à se faire connaître. Et on est optimiste pour la suite. Porcelain! Alors les filles, vous connaissiez le roller derby? Encore moins que l'apnée, je crois. Je ne connaissais pas du tout. Ça vous a donné envie de tester ou ça fait vraiment peur? Bah moi, ça me donne bien envie, ouais. Et je me dis, avec un peu de musique en plus, ça doit être plutôt pas mal. Et c'est en tout cas un sport qui se développe de plus en plus en France, et notamment chez les femmes, parce que les hommes, ils sont que 200 pratiquants, je crois, et 3000 femmes en France. Mais revenons aussi à la pratique sportive féminine. Quelques chiffres quand même. Il faut savoir qu'il y a 15 millions de licenciés en club aujourd'hui et que 36% de ces licences sont des licences féminines. Il faut développer le sport féminin. Pour vous, que faut-il faire? Quels sont les points clés pour développer le sport féminin? Laura? Ben, je pense que déjà, les médias ont un rôle majeur dans la promotion de notre pratique. Ça, c'est super important, sachant que lorsqu'on voit les grands médias, la plupart du temps, on parle souvent des mêmes sports et des sports masculins.
Alors, et vous êtes une militante de la cause. Vous êtes ambassadrice UEFA, vous avez été marraine cette année de l'opération 24 heures du sport féminin dans les médias. C'est une cause que vous défendez à fond. Oui, je pense que c'est important de faire savoir aux gens que c'est important de parler de la pratique, de parler des gens qui œuvrent pour la promotion du sport féminin, des athlètes, des bénévoles qui travaillent pour la discipline féminine. Et c'est vrai je me souviens du football féminin, c'était lorsqu'on se qualifiait pour un championnat d'Europe, c'était une ligne dans le quotidien le plus connu de France. Aujourd'hui, ça évolue, mais je pense qu'on peut faire mieux pour parler non seulement de notre pratique, mais il y a énormément de sports féminins qui ont des résultats et de titres. Voilà, il y a énormément de choses dont on peut parler et on oublie souvent les femmes. Et vous, Marie, qui êtes des modèles, vous donnez envie, quel message pour avoir plus de pratiquantes? Je pense que, comme tu l'as dit, il faut en parler pour que ça soit reconnu, connu, que les gens, que les femmes se disent « Ah ben oui, pourquoi pas ?» Enfin, nous aussi, on peut avoir des carrières de sportifs de haut niveau. Il y a beaucoup de sports qui existent, qui sont complètement adaptés à la pratique féminine. Et donc voilà, je crois que c'est en parlant, que ce soit les sportifs, que ce soit les médias, que ce soit même des personnes... Pour celles qui ne font pas de sport, quel est le petit message que vous avez envie de dire? C'est important. Il y en a beaucoup, mais je crois que c'est juste que... en tant que sportif de haut niveau, c'est vrai que moi, quand je fais pas de sport, je me sens pas très bien. Et voilà, c'est juste que ça permet d'être soi-même et d'apprendre à se connaître aussi. Je crois que c'est vraiment très important. Alors, on arrive en fin d'émission, quand même un petit peu de news pour l'année. Quels sont vos rendez-vous, Laura, et vos ambitions cette année? Alors déjà, les ambitions avec le club, ça va être forcément le championnat qu'on a tous les dimanches. Et la Ligue des Champions, voilà, on rentre bientôt en Ligue des Champions. Alors la phase aller, ça sera à Cluj du 7 au 8 octobre. Et puis le retour à Charletti, le 14 ou le 15 octobre. Et vous, Marie, cette année, un objectif, les championnats du monde, la Coupe du Monde? La Coupe du Monde, oui. Cette année, on est dans une année avec 100 gros événements, donc 100 mondiaux ou 100 jeux. C'est une année où on lève un petit peu le pied, tout en restant bien concentré quand même. Mais voilà, une année où on peut se ressourcer un petit peu pour repartir de plus belle pour les mondiaux de l'année prochaine et les Jeux en 2018. Et consacré pour vous aux études? Pas pleinement, mais un petit peu, ouais. Un peu plus que d'habitude. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues pour cette première émission de Femmes de Sport consacrée totalement au sport féminin. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup, Marie. Mais l'émission n'est pas terminée parce que c'est l'heure de l'agenda. Avec Florian. Bonjour Florian, que nous as-tu réservé pour ce mois-ci? Eh bien, on va continuer à parler foot. On a eu Laura Georges comme invitée. On va continuer à parler foot avec l'équipe de France qui aura 2 matchs les 19 et 22 septembre. Le premier, ce sera pour nos amis normands avec un match amical au Havre, au Stade Océane, France-Brésil. Et 3 jours plus tard, France-Roumanie à la MM Arena du Mans, un match qui comptera pour les éliminatoires de l'Euro 2017. Ensuite, on reste dans le foot avec le 27 septembre, le Classico de la division 1 féminine, OL-PSG, probablement à Gerland. Match diffusé à la télé, match à enjeu, c'est l'affiche de la saison. Voilà, le gros match. Si je ne suis pas très foot, si je suis plutôt rugby, est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Bien sûr, le 20 septembre, c'est la reprise du top 8, le championnat de France de rugby féminin avec 4 affiches. Lille contre le Stade Rennais, Caen contre Saint-Orens, Perpignan contre Bobigny et enfin Montpellier contre le Stade Toulousain. Ce sera l'occasion de retrouver les filles du 15 de France qui brillent depuis leur Coupe du Monde l'année dernière et celles de l'équipe de France A7 qui se sont qualifiées cet été pour les Jeux de Rio. Bon alors, un peu de basket maintenant? Un petit peu de basket. Les 26 et 27 septembre, à Paris, au Stade Pierre de Coubertin, avec l'Open de la Ligue féminine de basket. C'est la première journée de la Ligue féminine. Tous les matchs, les 7 en même temps, se jouent sur 2 jours, le samedi et le dimanche, avec en point d'orgue le match des champions entre Latte Montpellier et Bourges. Ce sera le champion Bourges contre son dauphin. Alors ça, c'était pour les sports co. Qu'est-ce qu'on a en sport individuel, par exemple? Sport individuel, on va parler tennis avec 2 tournois ITF. Le premier à Saint-Malo jusqu'au 20 septembre. Puis un second à Clermont-Ferrand à partir du 28 septembre. Alors qu'est-ce qu'un tournoi ITF pour nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas? Un tournoi ITF, c'est la 2e division de la WTA, du circuit pro féminin. C'est un peu là où on va aller voir jouer les futures stars du circuit et peut-être les futures grandes joueuses françaises. Maintenant un peu de surf pendant qu'il fait encore beau? Eh ben, pendant qu'il fait encore beau, c'est la belle saison qui se prolonge dans le sud-ouest, à Osgore. C'est début octobre avec le Roxy Pro. C'est la 9e étape des championnats du monde de surf, c'est à ne pas manquer.
C'est l'avant-dernière étape des championnats du monde, avec en plus une Française qui brille en ce moment, Johanne Defay. Elle a gagné cet été son premier titre en Californie devant les meilleures surfeuses mondiales. Et comme c'est l'avant-dernière étape, il y aura de l'enjeu, donc toutes les meilleures surfeuses du monde seront vraiment présentes à Hossegor début octobre. Merci beaucoup Florian. Donc si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet www.femmedesport.com ou .fr. Toutes les dates sont bien répertoriées et vous pourrez également envoyer des informations. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain déjà. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.